y a une personne qui est agent qui m'a proposé de travailler sur un projet d'écriture d'un livre. Changer cette culture du je suis un bon médecin parce que je me sacrifie, quoi, j'ai pas de vie. J'ai pas forcément envie qu'on dise quelque chose de moi que je mets en avant, quoi. De l'impact que tu as laissé. De l'impact, de la santé des soignants, de l'humain dans la santé. Bienvenue dans Au-delà de l'image, le podcast animé par Alexia Ewanet, coach et consultante en personal branding. Alexia s'adresse aux agents du changement et leaders d'opinion, celles et ceux qui souhaitent impacter la société, faire entendre leur voix et défendre publiquement ce qui leur tient à cœur. Prêt à aller au-delà des apparences ? Place à l'épisode du jour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'enregistrer cet épisode avec moi. Donc, Maxime, je vais te présenter. Tu es médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation. Tu es également délégué régional PACA à l'association SPS. Et que peux-tu me dire de plus de toi ? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Avec plaisir. Déjà, merci Alexia. On se connaît depuis un peu plus d'1 an. C'est toi qui m'as poussé à m'exprimer sur LinkedIn. Donc, je suis vraiment heureux d'être là. La boucle est un peu bouclée. On va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Donc, moi, je suis, on va dire, un hybride entre le médecin et le patient. Voilà, j'ai un parcours de vie un petit peu compliqué avec une maladie liée au sommeil depuis l'adolescence, une maladie chronique qui est assez handicapante. Et en 2e année de médecine, j'ai eu une opération très lourde du poumon qui m'a amené en réanimation, puis avec un parcours de soins assez complexe jusqu'à la rééducation, là où j'ai découvert ma spécialité, qui est la médecine physique et réadaptation, une spécialité très globale et qui m'a plu, et notamment avec un médecin qui était une image pour moi très importante. Donc je dirais que je suis médecin et patient, et depuis 10 mois, papa d'une petite qui a 10 mois. Waouh, félicitations. Du coup, pour remettre un petit peu le contexte aux personnes qui te découvrent, tu prends la parole sur LinkedIn depuis maintenant 1 an, si mes souvenirs sont bons. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la parole sur les réseaux sociaux en tant que soignant, en tant que médecin ? Sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn en particulier ? Sur LinkedIn. Ok. Alors sur LinkedIn, c'est suite à une thèse, j'ai accompagné un ami à moi, Alexandre, sur la réalisation en fait d'une étude sur une population qui est en souffrance, qui est les médecins généralistes libéraux en 2023-2024. Donc on a d'un côté fait des statistiques, par exemple évaluer combien de ces médecins ont eux-mêmes des médecins, combien de ces médecins prennent des médicaments qu'on appelle psychotropes, c'est-à-dire des anxiolytiques, des antidépresseurs, se les auto-prescrivent, combien de ces médecins sautent les repas, n'osent pas aller faire pipi entre 2 patients. Ça, on allait loin sur les statistiques, mais également on a laissé l'opportunité à ces 980 répondants de pouvoir s'exprimer avec 2 questions. Une question, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans votre quotidien professionnel ? Et une autre question, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et là, j'ai été surpris des réponses. C'est catastrophique en termes de situations, en fait, qui sont au bout du rouleau, clairement. Et ça, je me suis dit, mais je pense que j'avais des biais, des représentations, et je me disais que le problème était surtout lié à un problème d'argent ou de gérer. Et en partie, mais vraiment pas seulement. Il y a eu une expression de conflit de valeurs très profond de personnes qui se voyaient devenir des mauvais médecins, pas les médecins qui rêvaient d'être, pas la médecine qui s'était promise de faire. Et j'ai trouvé ça très touchant dans les verbatims de la thèse. Et c'est là où je me suis lancé sur LinkedIn. Mais je dois préciser que j'étais avant déjà sur Facebook, où depuis 2018, je crée des groupes avec des internes au départ quand j'étais interne, puis entre médecins pour se soutenir entre pairs, PAIRS. Ça, c'est à la suite. En 2018, je suis un peu à chaque fois ému quand j'en parle, mais j'ai une collègue qui s'est donné la mort. Une interne. On était dans un stage hyper stressant. Donc tous un peu dans une espèce de culture médicale
très connu, hein, qui est sacrificiel. C'est à celui qui va le plus donner, le finir le plus tard, qui va montrer de quoi il est capable, bloquer ses émotions, etc. Et moi, je me suis pas aperçu qu'il y avait cette personne en souffrance. Moi-même, j'étais en épuisement. Je tirais déjà sur la corde. Et cette personne, j'ai pas vu que, j'ai peut-être même pas voulu voir. Et je m'en suis voulu et je me suis promis, après avoir eu une période quand même difficile psychologiquement, je me suis promis que je défendrais les soignants. Et c'est là où j'ai commencé, sur Facebook. Euh, Quand je suis arrivé, une partie de mon internat en Guadeloupe, il y a le CHU qui a brûlé et il y a une précarisation des conditions de travail des internes qui pouvaient être appelés quasiment du jour au lendemain pour faire des gardes. Et en fait, j'ai été affilié avec la médecine du travail. Je pouvais aller voir un copain ou un co-interne le week-end faire la fête, un peu pour oublier. Puis en fait, je le voyais la semaine en larmes, en disant qu'il avait des idées noires, que quand il rentrait, et si je me foutais dans un arbre, enfin. Et donc, je sentais que c'était utile de parler, de créer du lien. Ensuite, il y a eu le Covid. Et là, ça a envoyé encore plus de distanciation entre les soignants eux-mêmes, entre les soignants et leur direction. Et donc, je ne pouvais pas ne pas continuer. Puis quand je suis devenu médecin, c'est-à-dire en 2020, mon amoureuse m'a proposé de rentrer dans l'Hexagone. J'ai suivi, donc j'habite maintenant à Marseille, à côté de Marseille. Et j'ai voulu faire un travail de recherche, accompagner un interne pour faire un état des lieux. Je me disais, mais on en est où là? La crise Covid est passée. Moi, sur le terrain, sur mes groupes de Facebook, beaucoup de médecins qui on appelle déplaquent, c'est-à-dire qui quittent la médecine pour tout un autre métier ou devenir conseiller pour une assurance ou un petit lien avec la médecine, mais pas forcément. Énormément de médecins aussi choisissent de ne plus utiliser leur sigle DR docteur et deviennent thérapeute ou coach. D'accord. C'est hyper fréquent, ouais. Ah oui, d'accord. Et donc, voilà, je fais un long tunnel, mais c'est pour mettre un peu le contexte. Euh, Ça m'a donné, tout ça m'a donné envie voilà, de m'exprimer d'abord sur Facebook, puis sur LinkedIn. Mais LinkedIn, c'est en son nom propre. Et comme tu le sais, il y a un an, quand je suis venu te voir, moi, je m'appelle Maxime Go sur Facebook. Et je m'appelais Maxime Go parce que j'aime bien dire Go ou aller. Et j'ai eu très peur de parler en mon nom propre sur LinkedIn. Et c'est toi qui m'as donné la légitimité, le courage, car sous pseudo, je me sentais plus courageux et plus protégé. Donc voilà, ça a permis de lever les barrières et de m'exprimer il y a un an, quasiment jour pour jour. Wow, super. Du coup, si je résume, tu as commencé à plutôt donner la parole aux soignants en créant des groupes Facebook. Du coup, ça leur permettait de s'exprimer sur ce qu'ils vivaient, sur leurs problématiques. Et par la suite, toi, tu as choisi de devenir une voix pour parler notamment de la santé des soignants. C'est bien ça? Exactement, ouais, c'est ça. Super. Et tu estimes que tu as accompagné à peu près combien de personnes, enfin voilà, il y a combien de personnes qui te suivent sur ces deux canaux? Alors sur Facebook, l'avantage, c'est la confidentialité. Ouais. Donc c'est pas le même objectif. On peut écrire en anonyme. Oui, oui. Donc ça, c'est hyper intéressant pour pouvoir aller loin dans ce qu'on ressent et c'est très libérateur dans les groupes. Et à côté, en message privé, soit dans le cadre de ma fonction dans une association qui s'appelle SPS, dont on parlera plus tard, soit simplement en tant que confrère. Serment d'Hippocrate, j'aiderai mes confrères. J'accompagne même, je peux aller un peu plus loin dans l'accompagnement, de par les connaissances que j'ai acquis en droit du travail. Je suis par exemple dans l'association, ce qu'on appelle au CSE, c'est donc l'instance, avant on appelait ça le comité d'entreprise, où on défend les salariés. Et très peu de soignants salariés connaissent leurs droits simplement. Nous, je dis nous, hein, mais on fonce, on se sacrifie, on pense pas vraiment à nous. Et donc, oui, je peux accompagner
En tout cas, physiquement, j'ai dû accompagner une cinquantaine de médecins D'accord. depuis 2 ans. Et sur LinkedIn, c'est pas le même objectif. Là, l'objectif, c'est de parler au grand public et de libérer la parole de ceux qui le peuvent. Il y en a beaucoup qui peuvent quand même pas parler, qui me parlent en privé, mais qui me disent si je commente sous vos posts, Maxime, ou sous tes posts, Maxime, je sais que quelqu'un va me le reprocher dans le service. Quand il y a des conflits entre un manager et un médecin ou dans des Wow. équipes, c'est hyper fréquent. Ouais. Donc voilà, libérer la parole sur LinkedIn et échanger, mais de manière confidentielle et sécurisée sur Facebook. C'est pas tout à fait les mêmes objectifs. D'accord. Donc c'est deux écosystèmes, on va dire, qui se complètent. C'est ça. Pour moi, c'est exactement ça. Ouais. Super. Aujourd'hui, tu es suivi par plus de 30 000 personnes sur LinkedIn, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu avais imaginé avoir autant d'impact? Parce que ces abonnés-là, au-delà des abonnés, il y a aussi énormément de messages de bienveillance, de personnes qui se confient à toi, qui changent aussi peut-être des choses dans leur quotidien pour prendre mieux soin de leur santé. Donc, est-ce que tu avais imaginé cet impact au départ? Non, même dans mes rêves, entre guillemets, les plus fous, j'avais pas imaginé cet impact. J'avais quand même pas mal pas d'abonnés, mais de contacts du fait de mon travail sur Facebook et des collègues que j'accompagnais déjà depuis que j'étais interne. Donc, mais c'était pas des gens qui me suivaient pour ce que j'écrivais, puisque j'avais jamais écrit. Et donc non, bien sûr, ça a été en fait le grand vide au départ, hein, pas du tout imaginé que des gens cliqueraient sur tiens, je vais suivre parce que ça m'intéresse ce qu'ils racontent. Et je me disais que il fallait que je le fasse dans tous les cas, que j'en parle dans tous les cas, que ce soit lu par beaucoup ou pas, qui le lira ou pas. Maintenant, je sais que c'est lu par énormément de monde, même des décideurs, et donc ça a vraiment beaucoup d'impact. C'est l'objectif, mais je m'y attendais pas, en tout cas pas aussi vite. Vraiment pas. Est-ce qu'il y a un truc peut-être un peu fou, une anecdote, quelque chose qui t'est arrivé auquel tu t'attendais mais vraiment pas du tout, que tu peux nous partager aujourd'hui? Pas plus tard qu'il y a une semaine, il y a une personne qui est agent et qui m'a proposé de travailler sur un projet d'écriture d'un livre. Wow. Et franchement, j'étais totalement surpris. Pourquoi j'écrirais un livre en fait Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais, c'est sûr. Moi, je lis des livres, mais j'écris pas de livres, donc ça m'a surpris et ça m'a fait plaisir, ça m'a flatté. Mais ouais, ça c'est une anecdote. Et c'est grâce à l'impact sur LinkedIn, c'est sûr. Wow. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter de prendre la parole? Non. En fait, je mets en place une hygiène hyper rigoureuse sur LinkedIn. Donc, tous mes posts sont rédigés le week-end et postés en avance. Déjà, j'ai pas le droit en fait, simplement parce que je travaille la semaine et je suis salarié d'une association, donc je vais pas traîner sur LinkedIn. Et en plus, et le mercredi c'est le jour des enfants, donc là On se connaît. d'un point de vue éthique, priorité c'est ma fille. Mais le week-end, ouais, quand je suis inspiré, en ce moment je suis très inspiré, et souvent c'est pas bon signe quand je suis inspiré, c'est qu'il se passe des choses assez dures, donc je rédige des dizaines de posts et je les programme, là j'en suis jusqu'à mars 2025. Comme ça, je sais que je m'épuise pas. D'accord. Et c'est assez... et également, en aval de mes posts, je reçois énormément de sollicitations. Je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde. Mais j'ai appris petit à petit à répondre non aux sollicitations qui seraient, j'estime, trop coûteuses en énergie, en temps. Et de le dire avec bienveillance, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui va faire des collaborations professionnelles ou qui va
rentrer dans une start-up ou en tout cas, c'est pas l'objectif que vous me sollicitiez pour ça. Bah, ça me flatte et je vous répondrai, je réponds à tout le monde. Mais j'ai appris un peu à dire non. Alors qu'il y a quelques temps, je disais oui à tout et du coup, ça a pris le dessus sur ma vie perso et ma vie pro. J'avais pas d'enfant, mais là maintenant, j'ai vraiment apaisé l'aval de mes posts. L'arrivée, souvent après un post, j'ai 20-30 messages et je suis OK avec ça parce que j'ai appris à dire non Je ne suis avec pas intéressée, voilà. Oui, c'est ça, avec le sourire, mais continuer, bravo, etc. Est-ce que tu avais des appréhensions, des peurs avant de prendre la parole et finalement, comment tu as réussi à passer au-dessus? Comment tu as réussi à passer au-dessus de bon, allez, j'y vais quand même. Ouais. Ma première appréhension, c'était que mes patients me retrouvent sur LinkedIn. Du coup, j'avais pas le même nom de famille pour ça. Puis, je me suis posé la question, je crois que c'est toi qui m'avais euh, suggéré, en fait, et si tes patients te trouvent, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que je donne pas d'accès à mon cabinet puisque je travaille dans une association et je suis pas médecin, pignon sur rue, on peut pas venir me rencontrer. Il- le travail que je fais, c'est de la vulgarisation et de l'authenticité. Il y a pas vraiment, je vois pas finalement en y réfléchissant, de mal à ce qu'un patient me suive. Je n'ai rien à lui vendre, voilà. Mais c'était ça qui me gênait au départ. Euh, J'avais du mal avec l'identité en ligne, quoi. Je préférais être anonyme. Et ça, c'était le truc le plus dur au tout départ, quoi. Je voulais pas, j'arrivais pas à assumer faire ça. Peut-être j'avais un peu honte d'être bisounours ou, je sais pas, tu sais, dans la culture médicale, prendre soin de soi ou prôner des jours, par exemple, faire un arrêt de travail à une collègue, un collègue, ben, ça peut être mal vu. On va dire, bah, c'est toi qui pousse le système au bout du rouleau, alors que pour moi, c'est exactement le contraire, euh, etc., etc. Donc, ouais, c'est surtout le passé de parler en mon nom propre. Et est-ce que tu avais peur, par exemple, de tes pairs, enfin, que tes pairs, d'autres médecins n'approuvent pas que tu prennes la parole? Enfin voilà, est-ce que tu avais peur de parler de certains sujets par rapport au regard peut-être de tes collègues, parce que tu ouvres quand même la voie sur des sujets dont on ne parle pas à la Hmm. base, que tout le monde, voilà, on va en parler tout bas, mais on va pas forcément, Hmm. en parler publiquement sur LinkedIn. Je pense pas que j'avais peur de ça. C'était tellement important pour moi et d'avoir lu les 900 réponses m'avait mis une conviction très 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 profonde que il y a un besoin vital, un message qui n'est pas posé, quoi, qui n'est pas porté. Et du coup, j'ai pas spécialement eu peur de ça. Vraiment, c'était plutôt les patients et mon identité en ligne, les deux gros facteurs. Ouais. Ok, super. Est-ce que tu peux me parler de ton rôle dans l'association SPS? Qu'est-ce que tu fais exactement pour eux et voilà, comment ça se passe? Ok, alors ben, pareil, je pense grâce à LinkedIn, on a été, on va dire comme un flirt, hein, comme une histoire d'amour avec l'association SPS et Catherine Cornibert, la présidente, la directrice générale, pardon. Je confonds toujours les deux. Donc, on s'est un petit peu tourné autour. J'adore ce qu'ils font parce qu'ils font énormément de prévention. Tous les mardis et jeudis, ils font donc des IJAD. C'est des ateliers dynamiques pendant 1 heure sur des thèmes qui me tiennent à cœur, qui, à titre personnel, j'aime pas le mot, mais de développement personnel, de connaissance de soi, m'ont aidé dans mon parcours après le traumatisme que j'ai vécu en 2018 de ma co-interne. Je me suis formé à la CNV, à la communication non violente, euh, à, à la méditation type MBSR, à l'autocompassion, l'analyse transactionnelle, des outils qui j'avais besoin de me connaître mon identité pour mieux soigner en fait.
mieux savoir ce qui se joue dans la relation entre mes patients et moi. Et ces outils m'ont beaucoup aidé. Et donc, voilà, j'ai oublié le fil. Oui, la question c'était du coup, c'est quoi ton rôle Chez SPS. chez Et SPS? donc, le fait de voir que les outils que j'ai spontanément adoptés étaient également prônés et diffusés tous les mardis et jeudis. Le management bienveillant, communication non violente, alimentation, activité physique, travailler sur l'hygiène du sommeil, énormément de sujets aussi, notamment sur gérer ses finances, les droits que vous avez quand vous êtes salarié dans la santé, les violences, comment aider un collègue en souffrance ou qui subit des violences, notamment violences sexistes et sexuelles, avec le MeToo à l'hôpital. SPS, ils ont un partenariat avec une application qui s'appelle Qui Vive et qui enregistre au cas où, en cas de situation violente, ça enregistre et ça peut ressortir uniquement s'il y a une plainte. Donc c'est très utile. Super. Ça fait partie pour moi des innovations notamment euh, qui ont une forte valeur ajoutée humaine euh, qui m'ont plu chez SPS en fait. Et donc le problème qui n'est pas un problème, c'était la naissance de ma fille. Donc j'ai dit, promis, on se reverra. Et je me suis concentré sur l'arrivée de ma fille pendant 4 mois. Et ensuite, j'ai rejoint SPS, d'abord en tant que délégué régional PACA. Donc, j'essaye de diffuser la bonne parole dans la région, mais finalement aussi à l'échelle nationale via mon compte LinkedIn. D'ailleurs, petit à petit, je pense que mon rôle va plus s'orienter sur la communication en ligne, parce que c'est là où j'ai une zone plutôt de facilité, on va dire. Et, au niveau PACA, sinon, c'était d'aller sur des séminaires, des congrès, des, web, des webinaires ou on va dire des événements, des momentum, et d'arriver avec un stand de SPS. Du matériel éducatif, en fait. Exactement. Et donc, pour parler de SPS, c'est l'association qui s'appelle Soins pour les professionnels de la santé. Pourquoi de la santé et pas de santé? C'est pour inclure tout le monde. Pourquoi? Il y a beaucoup de professionnels dans le monde de la santé qui ne sont pas forcément soignants. Les ASH, les secrétaires, les les aides-soignants sont soignants, oui, sont comme soignants, c'est dans le nom, mais il y a même les pères aidants, tous les managers, RH, la personne qui est en RH, quand le système se pressurise, elle est également en souffrance et en fait, on retrouve des parallèles avec les médecins. Et finalement, ça permet de mieux s'entendre si on parle de nos besoins, de ce qui est difficile, plutôt que montrer du doigt l'autre. Ben en fait, on peut créer un lien, une connexion humaine intense. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle De la Santé. C'est créé en 2015, une association donc, d'intérêt général qui, moi, ça m'a ébahi quand je l'ai découvert. Pourquoi? Parce que j'étais triste de découvrir le constat de mes statistiques et des verbatims des médecins pendant la thèse. Et dans la discussion, bah, il faut ouvrir sur du positif. Qu'est-ce qui existe? Et là, j'ai découvert SPS. Il y a une partie, donc une application qui s'appelle Asso SPS sur Android ou Apple, ou bien un numéro vert que je ne connais pas par cœur, mais vous regardez mes posts LinkedIn, je les mets en bas. Et une deuxième partie qui est de la prévention. Donc la première partie, c'est en gros, là j'ai un coup de mou, un gros coup de mou, ça va pas, je suis au bout du rouleau. J'ai accès à un psychologue H24, 7 jours sur 7. Et ce psychologue-là, il va graduer entre 1 et 5 la gravité de la situation. Derrière, si c'est entre 2, 3, 4, ce sera trié vers ce qu'on appelle le RN-RPS, Réseau national des risques psychosociaux. C'est des médecins, des généralistes et des psychologues qui vont prendre un peu plus le temps. Et donc moi, je fais partie aussi de ce réseau.
Si c'est pas grave du tout, des fois c'est simplement, pas grave du tout, niveau administratif, on va dire. J'arrive pas à me connecter sur l'espace adhérent, des choses comme ça. Et 5, c'est urgence. Et là, il y a des établissements partenaires qui D'accord. permettent une prise en charge en hospitalisation si besoin, confidentielle. Et parce que c'est le plus important, que ce soit confidentiel, non su des collègues. Et ça peut aller, c'est arrivé jusqu'à des hospitalisations. Wow. Et voilà, il y a une clinique à Lyon qui le fait, qui est spécialisée dans la santé des soignants, parce que les soignants, on a des facteurs de risque spécifiques, des risques psychosociaux et physiques aussi, Bien sûr. euh, qui méritent qu'on se forme à cette particularité. Voilà, donc ça c'est SPS. Et la partie prévention que j'ai parlé tout à l'heure, surtout les IJAD sur des éléments qui me tiennent à cœur, comme la communication, la bienveillance, le leadership, le management, et des formations également. Il y a également des serious games. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui m'ont vraiment plu quand je faisais la discussion de la thèse. Et donc je les ai rejoints 4 mois après la naissance de ma fille. Et c'est un bon flirt, on va dire, un bon partenariat. Enfin, c'est vraiment, je me sens à ma place. Tu te sens utile. Utile et à ma place, ouais. À la fois sur le terrain quand il y a besoin, et à la fois je sais que grâce à mon image en ligne, je permets à des personnes qui ont besoin d'accéder aux services dont ils ont besoin via SPS. Donc je suis assez content de ça, ouais. Ouais, tout s'est bien goupillé, Ouais, hein, finalement, le fait carrément. que tu aies pris la parole, etc. Et du coup, tu parlais de ta fille, de ta paternité. Comment ça... est-ce que le fait de devenir papa, ça a impacté ta, ton rôle de soignant? Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi dans ta façon de travailler Hmm. Alors oui, mais pas pile poil au moment où je suis devenu père. Oui, c'est pas du jour au C'est lendemain, quoi. arrivé au moment où je me suis questionné sur la paternité et la parentalité en général. Euh, et en fait, sur mon projet de vie. Mm. Et c'était peut-être il y a 2 ans avec mon épouse. Euh, on a commencé à échanger sur ce sujet. Et je me suis... Alors c'est atypique, mais je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus de temps familiaux, perso et de loisirs que la moyenne des gens, on va dire. Je ne sais pas comment le dire autrement. En plus, j'ai des problèmes, enfin j'ai des petits soucis de santé qui fait que j'ai un besoin de sommeil nettement supérieur à la normale. Et donc j'ai fait le choix de travailler à temps partiel. Mm. Donc je travaille que 3 jours par semaine dans l'association pour le handicap où je travaille. Mm. Donc mon travail officiel. Et à côté, tout ce que je fais là sur LinkedIn, c'est bénévole. Et c'est selon mon énergie, bien sûr. Mais le mercredi, je suis avec ma fille, c'est le jour des enfants. Le mercredi, je suis off. Et c'est un équilibre de vie qui entraîne des sacrifices, notamment financiers, Mm. mais qui apporte un sens énorme. Et je suis quelqu'un de facilement stressé. Et du coup, j'ai toujours une petite soupape assez rapidement De à la décompression. maison. Ouais. Exactement, ouais. Ouais, oui, ça doit faire du bien de rentrer à la maison et de prendre du temps avec sa C'est famille, ça. surtout que quand ils sont petits comme ça, elle a 10 mois, c'est ça? Là, elle me manque. Parce que là, Ah on ne oui, le dit pas, mais on est à Paris. oui, Moi, je suis à Marseille et je veux revoir ma fille, là. bah oui, je Voilà. comprends. Surtout quand elle est petite comme ça, C'est ça. c'est ouais, c'est ça la parentalité. Est-ce qu'il y a des changements que tu aimerais voir dans le système de santé grâce aux discussions que tu lances? Ah oui, ouais, dans le système de santé, bon, premièrement, c'est la culture médicale. Donc, en fait, depuis que je suis étudiant, et donc c'est toujours le cas actuellement pour les étudiants en médecine, les externes, les internes, les praticiens hospitaliers,
y a une culture du sacrifice. En fait, tu es perçu comme un bon médecin si tu es un médecin qui fait des heures sup, qui est très technique, qui fait énormément de garde, se sacrifie. C'est perçu comme normal. Et si jamais ton corps ou tout simplement ta santé mentale, ta santé tout court a besoin d'un autre rythme, ben, tu es tout de suite perçu comme un loser. C'est vraiment très très répandu en médecine. Entre guillemets, le co-interne qui tire au flanc ou qui n'est pas du tout dans le mood. Et moi, je me dis, dans le moule, pas dans le mood. Et je me dis, c'est ce moule en fait qu'il faut changer. Il faut faire un moule euh, qui peut se transformer, quoi. Un moule pour tout le monde. Dans l'idée, c'est d'agir dès les études et notamment au niveau des étudiants, les former à l'empathie. Alors il y a, on voit de plus en plus d'études sur ce sujet. La formation de l'empathie chez les enfants, ça paraît un peu bateau, bébête. Des fois, ça paraît simple, mais en fait, l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Et c'est aussi, grâce à l'autre, apprendre sur soi. Et apprendre sur soi, c'est énormément utile pour plus tard choisir, par exemple, sa spécialité. Oui. Moi, par exemple, si tu vas rigoler, j'ai peur du sang. D'accord. J'ai peur de faire des gestes techniques. J'aurais, au départ, peut-être avant mon opération, j'aurais aimé peut-être être chirurgien. J'ai failli faire 2 ou 3 malaises. Bon, je choisis une spécialité plutôt relationnelle. Il y a des étudiants en santé, ils sont en 4e, 5e année, ils se rendent compte qu'ils sont peut-être pas à l'aise avec le fait d'entrer dans l'intimité de quelqu'un. C'est pas grave. Il y a une pluralité de, de choix, même au sein d'une seule spécialité, la médecine générale. Il y a une vaste possibilité, mais il faut d'abord savoir qui je suis. Et en enseignant l'empathie, la connaissance de soi, apprendre à entrer en relation avec quelqu'un, je pense que ce serait utile. Et donc c'est ça, c'est ces changements que j'aimerais voir. C'est euh, modifier cette culture médicale sacrificielle. Non, il faut de tout dans la médecine. On est humain, on n'est pas des super-héros. Et apprendre le plus rapidement possible l'empathie, ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences relationnelles, et les valoriser autant que savoir faire une belle ponction lombaire. Ben, quelqu'un qui sait faire une belle annonce d'un cancer, alors je dis ça comme ça, mais c'est vraiment, vraiment très, très, très important. Je vous assure que ouais, vraiment c'est une, une qualité hyper importante, au moins aussi importante que faire un super geste technique. Il faut que ce soit valorisé. C'est comme les consultations qui nécessitent un temps long. Pas toutes les consultations. Je ne suis pas quelqu'un qui prône les consultations de 2 heures ou qui suis nostalgique des longues consultations, mais des consultations au moins denses. Et parfois, le patient amène quelque chose qui nécessite que la consultation dure un petit peu plus longtemps que prévu. Et ça, c'est pas valorisé. Donc, économiquement, le médecin, il peut le faire une fois, mais pas 2 fois dans la journée, quoi. Et c'est dommage. Donc, revaloriser le temps long, revaloriser l'humain, à la fois comme une compétence limite sur le CV. Je ne sais pas comment, mais voilà. Et aussi changer cette culture du je suis un bon médecin parce que je me sacrifie, quoi. J'ai pas de vie. Et pour toi, un bon médecin, c'est un médecin qui prend aussi soin de sa santé? Voilà. C'est 2 choses pour moi, un bon médecin. C'est un médecin qui se connaît bien, qui prend soin de lui, et un médecin qui aide les patients à agir sur leur propre santé euh, plutôt que impose ou propose des solutions thérapeutiques. Mais cela, ça nécessite d'entrer dans la bulle d'intimité. Ouais. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est ma définition d'un bon médecin, quoi. D'accord. Donc pour toi, un médecin, il a aussi un rôle préventif. Surtout, surtout. Et à la base de la base,
c'est dans le métier du médecin généraliste de faire de la prévention sur un bassin de population. Beaucoup le font, hein, bien sûr, toujours, mais ils le font mais au prix d'un temps perdu assez conséquent, puisque c'est pas valorisé la prévention. Ouais. Et du coup, euh, bah, ils, ils ont un choix à faire entre la rentabilité, entre guillemets, et la médecine qu'ils souhaitent faire. Et ça, c'est hyper dur d'un point de vue éthique. Ouais, Voilà. donc ça, c'est des choses que tu aimerais, que tu aimerais voir changer Ouais. dans le Je sais système. pas comment on pourrait valoriser Ouais. la prévention, la relation, les soft skills. Je sais pas comment. Il y a l'éducation thérapeutique du patient, c'est déjà une très très bonne chose. On apprend des belles choses avec l'entretien motivationnel pour comprendre comment, dans quelle étape de motivation le patient il peut se trouver pour arrêter une addiction. Et ça stimule beaucoup l'empathie aussi se former à ça. Mais c'est pas suffisant pour moi. Il faut encore aller plus loin dans cette médecine. Alors, je suis très idéaliste, très naïf, mais je, je mets mon énergie vers ça. Oui, et tu penses que ça portera ses fruits enfin, voilà, déjà, juste le fait de sensibiliser la population en prenant la parole sur LinkedIn, tu penses que ça peut... Ça peut. ouais. Si le succès que j'ai est aussi proportionnel, bah, je sais pas, peut-être j'aurai 1 million d'abonnés dans 10 ans. Et Peut-être. enfin, c'est pas une question d'abonnés, hein, c'est une question de décideur. Mm. Et un jour, un leader, mais pas un leader virtuel, un décideur, va se dire, ok, c'est intéressant ce que dit cette personne, faisons un projet pilote, où dans mon établissement, je vais valoriser tel type de compétences, et le projet pilote va montrer des bénéfices à moyen terme, une réduction et des maladies et donc du coût. Et c'est génial, on a apprivoisé la prévention. Une bouteille à la mer. Voilà. Voilà, s'il y a des décideurs qui nous écoutent et voilà, ça. c'est une bouteille à la mer. Et j'ai vu sur LinkedIn que tu encourageais, tu as fait quelques posts pour encourager d'autres soignants à prendre la parole. Mm. Pour toi, c'est important pour un soignant de prendre la parole? Disons que pour mon cas, ça a été à la fois thérapeutique et utile. C'est-à-dire que ça m'a fait beaucoup de bien D'abord, je dois dire que prendre la parole en ligne, je le fais pour moi, parce que ça me fait du bien, ça m'aide, ça m'apaise de savoir que je suis dans l'action, par la communication, je suis dans l'action, je fais quelque chose dans un monde ou un système qui est en train de s'effondrer, s'effriter, voilà, qui est en se morceler, grande difficulté, ben, j'agis, et quand j'agis, je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens utile. Et donc, beaucoup de soignants à qui je parle, par exemple des personnes que j'ai accompagnées qui commencent à aller mieux, ou simplement des collègues, aimeraient bien en me voyant faire ou pas, mais n'osent pas. Et je leur dis, mais vous prenez la parole en ligne, parce que ça pourrait faire un effet boule de neige s'il y avait, je sais pas moi, 1000 ou 2000 Maximes comme moi, enfin voilà, 2000 personnes comme moi qui, euh, avec leur style, c'est-à-dire, moi c'est vraiment remettre l'humain dans la santé qui est important, parce que je pense que c'est ça qui va soigner les soignants et soigner donc le système. Mais il y a d'autres voies qui sont hyper intéressantes que je vois émerger, notamment en psychiatrie, notamment sur la santé des femmes, et encore et encore. Et il y a plein de... Donc oui, je pousse et j'encourage les soignants qui le désirent à oser s'exprimer. Et si tu devais donner un conseil justement ou 3 conseils, on va dire 3 conseils à des soignants qui souhaiteraient prendre la parole, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, quels seraient ces conseils? Se connaître. C'est important, donc de manière générale,
de savoir qui je suis. Parfois, c'est un peu difficile de se mettre à la troisième personne. Donc, demander à des amis, quand je te vois, Maxime, je vois quoi? Alors, je peux donner mon exemple. Moi, c'est plutôt authentique, spontané. Bon, là, par exemple, c'est de l'improvisation. Bon, c'est pas du théâtre non plus. Drôle, sensible. Je vais demander à mes amis de me dire qu'est-ce qui un peu me définit. Ensuite, deuxième conseil, parmi ces éléments d'identité personnelle, lesquels je choisis de pousser en ligne, parce que je peux aussi très bien faire le choix de ne pas pousser la part sensible de moi ou la part X ou Y de moi, parce que j'en ai pas envie, tout simplement. Et le troisième, c'est oser. Go. Go, allez, Maxime Go, Maxime c'était Go. ça. Super, merci beaucoup pour ces conseils. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi quand tu ne seras plus là? Bon, en vrai, rien de spécial. Rien de spécial parce que j'aimerais que quand je sois plus là, ce que j'aurais contribué à mettre en place soit tellement évident. Je n'ai pas forcément envie qu'on dise quelque chose de moi, ma personne, mais plus de euh, ce que je mets en avant, quoi. De l'impact que tu as laissé. De l'impact, de la Ouais. santé des soignants, de l'humain dans la santé. Je sais pas quand. Alors, j'espère mourir le plus tard possible. Je touche du bois. Mais il y a une évolution avec la technologie, Mm. avec d'énormément d'avantages, notamment en gains en bureaucratie, en administratif, en, temps sur l'ordinateur gagné, mais aussi des énormes risques pour les soignants qui peut-être ne se connaissent pas assez ou ont du mal avec la relationnelle et donc vont peut-être se cacher plus derrière l'ordi encore. Bon, j'improvise, je sais pas, hein, mais il peut y avoir quand même des risques avec l'IA, avec euh, le virage numérique depuis le Covid, que finalement les gens, les Français, les citoyens et les médecins s'éloignent encore de plus en plus. Et si j'ai réussi mon pari, ce serait que oui, il y aura l'IA, tout ça, qui serait plutôt au service d'une relation et d'un lien, un contact plus profond. Et là, j'aurais gagné et j'aurais même pas besoin qu'on parle de moi Mm. sur mon lit de mort ou sur mon vase où il y a mes cendres. Je sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle non plus. Très bien. Je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés, je t'ai demandé qu'est-ce qui était important pour toi dans le fait de prendre la parole et qu'est-ce que qu'est-ce que tu avais envie de porter. Et tu m'as répondu quelque chose qui m'est resté jusque-là, c'est j'ai envie de donner de l'amour, de Ah partager ouais. de l'amour. Est-ce que c'est toujours le cas? Comment ça a évolué Ouais. Euh, donc d'ailleurs, je fais partie d'un groupe de soignants qui réfléchissons au modèle du système de santé et à la santé des soignants, avec des valeurs d'écologie profonde, Mm. de, de lien social, du travail qui relie. Je leur fais un petit coucou d'ailleurs. Et avec eux, on s'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. On s'est rencontrés un week-end dans une résidence d'écriture. Et on est dans un groupe WhatsApp où je sens que je m'y sens en sécurité. Mm. J'aime pas les anglicismes, mais on va dire safe place. Ouais. Lieu ressource plutôt. Euh, et en fait, l'amour, c'est pas bateau. Je suis désolé, l'amour, c'est encore plus que la bienveillance, que la gentillesse, que l'empathie. L'amour, c'est mon moteur. Et je suis OK avec le fait de dire que je suis. euh, euh, mon gasoil, c'est l'amour. L'amour des humains. Quand les patients. Alors, des fois, j'ai pas l'énergie, mais quand on me raconte quelque chose, par exemple, le récit d'un patient, quand du début de sa vie à aujourd'hui, à la fois dans le fond et dans la forme du récit, la façon dont il se présente, dont elle se présente, elle se raconte. Moi, je trouve ça passionnant et je vois pas comment on peut s'épuiser à, à écouter les humains, si ce n'est qu'on nous force à ne pas avoir le temps et faire des choses qu'on ne peut pas faire, évidemment. Et là, j'ai sauvé ma peau, entre guillemets.
il y a 3 ans en quittant l'hôpital pour le médico-social. Mais l'amour, c'est central. Et l'humain aussi, pareil, on me dit oui, mais tu dis humain. Mais c'est évident qu'il faille être humain. Mais non, c'est pas Ça évident. ne l'est pas tant que ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Est-ce que toi, tu consommes du contenu sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu consommes quel type de contenu? D'autres soignants, des patients, Alors, je consomme énormément YouTube. D'accord. Euh, En fait, sur LinkedIn, je consomme pas parce que c'est à cause du fait que j'aurai trop de notifications et ça risque de stimuler ma dopamine. Et donc, ouais, je vais pas trop. Enfin, sur LinkedIn, j'y vais surtout pour parler, donc c'est pas très réciproque avec les gens. Si je réponds à mes commentaires, mais Il y je a vais tes pas. messages. Et à mes messages privés, c'est déjà pas mal, mais je vais pas forcément consommer le fil directeur. Tous les autres réseaux sociaux, j'avais pas de compte jusqu'à il y a quelques jours. J'y vais vraiment très doucement. Bon, il y a une période où je m'étais questionné sur ma vie, donc en 2018, où j'avais fait un, un surplus, un ras-le-bol des réseaux sociaux. J'étais parti de partout, de Facebook, de Twitter, etc., pour me recentrer. Et quand j'ai eu la nécessité de parler à plein de gens en même temps, j'ai dû reprendre petit à petit Facebook, WhatsApp, puis LinkedIn. Et par contre, ce que je consomme, c'est YouTube. Vraiment, D'accord. beaucoup, beaucoup. Ouais. Et quel type de contenu tu consommes? C'est pour kiffer ou c'est sérieux? Beaucoup d'humour, Ouais. de la musique et des contenus sur la santé des soignants, la prévention. euh, En gros, pour mon taf, quoi. Enfin, pour Oui, oui, oui. mon, mes prises de parole, quoi. Je veux voir Oui, si tu nourris aussi ma ta créativité, voilà. créativité, ton esprit, et tu consommes des créateurs français Ouais, ou... oui, oui. Il y a, par exemple, La Fabrique des soignants, D'accord. qui a été créée, je pense, il y a 1 an ou 1 an et demi, où ils mettent des vidéos, des interviews de personnages clés du système de santé français et de la santé des soignants et des étudiants. J'aime beaucoup leur travail. C'est pas assez connu encore à mon goût, donc ça mérite d'être mentionné aujourd'hui. SPS aussi, c'est pas assez connu, mais ils ont des vidéos YouTube hyper intéressantes D'accord. en fait de tous leurs congrès. Et les congrès, ils sont pointus, mais on peut avoir pas mal d'insights sur ce qui se passe dans la santé en France, sur l'attractivité, c'était il y a 2 ans, sur la prévention du suicide, il y a quelques années aussi. Cette année, c'était One Health, comment on intègre la santé planétaire, la santé animale, pour faire un tout. Je trouve que c'est un sujet aussi d'actualité. Et donc, voilà. Il y a une troisième association qui s'appelle ACAVI, AQAVIES. C'est une association qui prône une méthode de management qui s'appelle la démarche participative, avec le slogan mieux manager pour mieux soigner. Si tu peux le mettre en description, Oui. euh, c'est vraiment du super contenu. En fait, à mes yeux, c'est le, la, la chaîne qui parle le mieux de la qualité de vie au travail, D'accord. parce que c'est appuyé sur des sources scientifiques. Ok. C'est-à-dire qu'au-delà des slogans pendant la semaine de la QVT, il y a beaucoup de gens qui s'agitent. Je veux pas me faire d'ennemis, donc je vais pas. Mais eux, ils ont quand même été mettre en place des protocoles. Ce sont des chercheurs. Et c'est documenté en fait. C'est documenté. C'est prouvé que leur méthodologie fonctionne. Donc je me suis sensibilisé à cette méthodologie. Bon, pour donner un ou deux tips, par exemple, le médecin, lors d'un staff, il doit parler en dernier. Parce que si tu parles en premier en tant que médecin, tu vas censurer les autres. Ça paraît évident quand on te le dit, mais moi, je n'avais pas cette notion. Donc j'ai envie d'apporter un élément au milieu de la table sur un staff où il y a aide-soignant, secrétaire, infirmière. Mais si j'amène le charabia médical hyper spécialisé, hyper stylé, la, la personne qui aurait un élément beaucoup plus important, elle va se censurer. Par exemple, que le patient n'a pas fait caca depuis 4 jours. J'en sais rien, mais en fait, c'est eux qui connaissent le mieux les patients et donc c'est à eux de parler en premier avec les vrais mots de la vraie vie et pas
Voilà, c'est un petit tips que j'y ai appris, mais il y en a plein d'autres. Et j'encourage à aller voir leur site qui est super. Ils font aussi un congrès annuel, les vidéos YouTube. Et voilà à peu près ce que je consomme. Il y a la Villa M aussi, je ne sais pas si tu Non, connais. je connais pas. À Paris, il y a une villa qui est créée par Groupe Pasteur Mutualité, où en gros, ils chouchoutent les soignants avec le sport, le cardio-boxing, très bonne restauration. Et en fait, ils font des podcasts et des interviews de personnes influentes aussi dans le milieu de la prévention. Pas D'accord. forcément que pour les soignants, mais à chaque fois, les sujets sont hyper intéressants. L'activité physique, l'alimentation, les interventions non médicamenteuses dans le soin, quelle est leur place. Et donc, ouais, j'ai écouté, j'ai consommé toute cette chaîne, quelques podcasts ici et là, et c'est déjà pas mal. Que fais-tu pour te détendre chez toi de manière générale? J'aime bien marcher pieds nus dans l'herbe. Bon, l'hiver, c'est un peu compliqué. Ouais, j'avoue. J'ai la chance d'avoir un petit jardin avec un peu de végétation. Et donc, quand je promène ma fille dans la berceuse, dans la poussette, pardon, je commence à avoir des troubles de l'attention là. Dans la poussette, je me mets pieds nus et j'essaie de me concentrer sur la sensation des cailloux du chemin sur mes pieds. Voilà, c'est mon truc à moi personnalisé. Bien sûr, chacun ses trucs, mais ça, moi, je kiffe bien. Euh, Après, ce que j'aime bien, c'est écrire. J'écris beaucoup. Alors, j'écris pas avec la main, mais pareil, en promenant ma fille ou en me baladant, je dicte dans l'application Notes. Ou aussi, avec un copain, on se dicte chacun 3 minutes d'un truc de notre journée, d'une gratitude, d'une blague, etc. Et le lendemain, on l'a tout frais comme un cappuccino. Et on l'écoute. Et là, ce matin, il m'a bien fait rire. Je lui ai fait un petit coucou d'ailleurs à Thomas. Et il a été excellent. Et Ok. voilà, des petites choses comme ça qui me donnent du peps pour la journée. Ah, c'est top. Tu parlais, tu m'as tendu une perche, tu me parles de troubles de l'attention. Ah oui. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, moi, j'ai des troubles de l'attention liés, je pense, en partie à ma pathologie du sommeil. D'accord. Il y a dans le spectre des maladies liées enfin, entraînant des troubles de l'attention, donc le TDAH de l'adulte et les troubles de sommeil de la narcolepsie, il y a on va dire des cadres frontières. Je pense que je suis un petit peu dedans. Mon médecin du sommeil est assez d'accord. Du coup, je suis sous un traitement stimulateur d'éveil euh, qui est plutôt efficace. Bon, là, c'est parce qu'on parle pendant 1 heure, des fois je divague, mais je le prends que les jours où je travaille D'accord. et les jours où j'ai un truc stressant comme aujourd'hui. Mais sinon, les autres jours à la maison, je laisse mon esprit divaguer Oui, voilà, aller un petit peu un peu où il veut. où il veut. Bon, bah, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai une question très importante pour toi. Que signifie pour toi aller au-delà de l'image? Tu as carte blanche. Ah ouais, carte blanche carrément. Aller au-delà de l'image. Euh, Je pense que, je sais pas si je vais répondre à la question, mais l'image est complémentaire euh, avec le travail de fond. Donc aller au-delà de l'image, c'est être sur le terrain. À mes yeux, par exemple, j'ai potentiellement des choix professionnels qui pourraient me faire quitter mon travail dans le médico-social, mais c'est hors de question. Je travaille dans les quartiers nord avec des patients que j'aime, d'amour, c'est pas tabou, et qui me, qui m'apprennent énormément de choses. Et bon, il y a une précarité énorme, une inégalité d'accès à la santé énorme. Tous les jours, du coup, j'apprends grâce à eux euh, les réalités du terrain et
Ça, c'est être au-delà de l'image, c'est le quotidien. Et du coup, c'est hors de question de quitter le terrain pour moi et n'être plus qu'une image. Cela dit, n'être que sur le terrain, et c'est pour moi sous-optimal dans le sens où il y a des personnes sur le terrain, dans différents métiers, les policiers, les médecins, les profs, qui ont un message à dire et qui ont une image à créer. Et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas, qu'ils osent pas forcément ou qu'ils n'ont pas l'idée de le faire, parce que ça humanise la profession. Il y a beaucoup de patients qui m'ont écrit en privé en disant je détestais les médecins et maintenant je les comprends. Je les déteste toujours, non, je rigole. Non, vraiment, sincèrement, en fait, ça humanise ma profession. Je pense qu'un prof, il y a énormément de préjugés. En ce moment, je fais une newsletter sur les préjugés, justement, parce que j'en ai. L'IA me permet de travailler sur mes préjugés, parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'écris beaucoup de textes à l'oral. Et en fait, je demande à l'IA de vérifier mes erreurs de raisonnement et mes préjugés. Et je me suis rendu compte que je pouvais avoir des préjugés racistes, des préjugés grossophobes dans mes prises de décision thérapeutiques sur certains patients, sans même m'en rendre compte et en pensant que je vais... Et ça, il faut que j'en parle dans la newsletter parce que moi, le premier, ça m'a fait bizarre que l'IA me dise « Ah oui, tel patient, tu vas te dire qu'il va être plus douloureux qu'un autre ou... alors que c'est complètement faux, hein. Enfin, c'est un préjugé, quoi. Donc voilà, ça, c'est affaire à suivre dans la prochaine newsletter. Et je reviens sur l'image. Au-delà de l'image, il y a le fond, le terrain, c'est important. Mais au-delà du terrain, il y a l'image. Et pour moi, c'est très important l'image, mais dans tout. C'est-à-dire que quand je suis une conférence, je fais un petit carré en haut à gauche où je note tout ce qui est la forme. Et à droite, le fond. Pour moi, la forme, c'est hyper important. Parce que c'est ce qui capte l'attention et c'est ce qui crée un momentum et un lien fort entre le lecteur ou le spectateur et l'événement. Et c'est ça qui se scotche dans la mémoire. En fait, j'ai un de mes mentors, Dr Ginès, je trouvais qu'il arrivait à traumatiser les gens positivement, ou plutôt sidérer son public. Il disait quelque chose, une anecdote, une question rhétorique, mais qui n'avait rien à faire là, et en même temps tout à faire là, et ça sidérait le public, et tout le monde est focus. Et du coup, je trouve que c'est vraiment l'image, la forme qu'on met au service du fond. Et c'est ce que j'ai voulu travailler également dans les images que je poste sur LinkedIn, mais également sur mon profil. C'est comment je me décris, c'est même mon travail qui est de faciliter le soignant qui aurait besoin d'une oreille attentive, d'aide, qui puisse faire le chemin vers l'association SPS ou Akavi ou Mo. Il y a plein d'associations que je peux décrire. Ce rôle-là d'image et de facilitation, il est aussi important que le fond. Et même dans la relation soignant-soigné, l'image, on va dire plutôt la forme, la façon dont je vais serrer la main, est-ce que je vais lui offrir un café. On n'a pas deux chances de faire une bonne première impression. Moi, je mets beaucoup d'énergie à faire bonne impression. Ça paraît manipulatoire, pas du tout. J'essaye simplement de traiter chacun du mieux que je peux. Et je pense que mettre la personne à l'aise, j'ai pas de blouse blanche, bon, plein de choses que j'ai travaillé, notamment sur qu'est-ce qui fait qu'on a confiance dans un médecin ou pas confiance. Pour moi, ça joue énormément sur l'efficacité du soin. Ça sert à rien d'aller donner un traitement efficace si le médecin ne va pas le prendre. Le patient, pardon, parce que j'ai les patients médecins, du coup je confonds. Oui. Le patient ne va pas le prendre. Il ne prendra pas s'il ne... Si, par exemple, il comprend pas, ou s'il vient... Chacun vient dans une consultation avec des attentes, avec un pré-diagnostic, avec j'espère qu'il va me prescrire ça. Ben, on met carte sur table et on négocie.
Vous voulez une radio? Bah, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une vertèbre et pourquoi la radio ça sert à rien et etc. On- Si la personne veut une radio, me le dit pas et qu'elle ressort avec un anti-inflammatoire simplement, ou Mm. elle va être frustrée et elle m'aura pas tout dit. Et bien sûr, ça peut s'exposer aux addictions, à la santé mentale, etc. Bien sûr. Donc c'est rétablir aussi quelque part la communication Exactement. avec le patient et même rétablir la communication tout simplement aussi entre soignants. Exactement. Entre soignants, pour moi, le lien, c'est l'antidote de l'épuisement professionnel. En gros, quand on fait une erreur médicale, quand on est en difficulté, malgré qu'on travaille en équipe, on est terriblement seul. Les médecins, pourtant, maintenant, ils sont de plus en plus 4, 5, avec de secrétariat, ou bien même à l'hôpital, on est en équipe. Mais je peux te jurer que quand tu as fait une connerie, ou grave erreur, ou petite erreur, tu te retrouves seul avec ta culpabilité énorme, personne à qui le dire, parce que c'est perçu comme être un mauvais médecin, alors que faire une erreur, c'est humain, et ça peut vraiment amener des personnes vraiment à faire des vraies erreurs, changer de carrière, voire même être agressif envers eux-mêmes, quoi. Mm. Et l'antidote de ça, c'est de créer du lien, parler avec ses pairs, PAIRS. À une époque, il y avait des groupes qui s'appelaient les groupes Balint, qui étaient ou des groupes d'analyse de pratiques professionnelles qui se font toujours dans le médico-social. Il y a plusieurs formes possibles, mais le but étant de partager qu'est-ce qui se joue émotionnellement ou qu'est-ce qui s'est joué émotionnellement dans la relation avec ce patient hier, avec cette famille à qui j'ai annoncé un cancer et qui porte plainte, avec ceci, avec dans mon erreur, et l'avis bienveillant, non jugeant, et le fait de simplement être écouté par des gens qui comprennent puisqu'ils ont le même métier, c'est en fait c'est à la fois préventif, ça permet d'être un meilleur médecin puisque on apprend du coup de l'erreur, ou en tout cas du disons de la difficulté relationnelle qu'on a eue à ce moment-là, de ce petit couac, on apprend, et c'est bénéfique pour les patients du coup. Oui. Sauf qu'il n'y a pas de modèle économique pour remettre en place des groupes Balint, plus personne n'a de sous, et c'est pas du coup la priorité, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, ouais, vraiment. Et toi, si tu avais un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent, si on ne devait retenir qu'une seule chose, qu'est-ce que ce serait? Alors aux soignants, c'est se soigner, c'est pas un luxe, c'est même obligatoire. Prendre soin de soi, c'est vraiment obligatoire. Et aux citoyens, c'est vous avez une partie de responsabilité sur la santé de votre médecin, de votre infirmier, dans le sens où si vous lui dites merci pour le pansement, merci pour ce qu'il a fait, même si c'est son métier, ça peut lui faire énormément de bien, ou plein de petits actes comme ça, pas besoin de faire de cadeaux, mais simplement la gratitude, on en a vraiment besoin dans notre métier de la part de nos patients,